Bonjour à tous, c'est l'heure de décryptage. Nous recevons comme d'habitude Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de la Russie et de l'Ukraine, accord sur l'exportation des céréales et des produits agricoles. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. L'Ukraine et la Russie ont ratifié, c'était vendredi 22 juillet, à Istanbul, un accord permettant d'exporter les céréales ukrainiennes bloquées dans les ports de la mer Noire par la guerre. Un accord signé avec la Turquie et l'ONU qui porte sur l'exportation des céréales en mer Noire. Mamadou, sauf que après, il y a eu quelques couacs. Oui, tout à fait, puisque on commence déjà à s'éloigner du 22 juillet, mais il faut dire que dès le 22 juillet, en signant les accords, le président Zelensky en particulier avait montré, j'allais dire, son scepticisme en se posant la question, est-ce que la Russie va respecter cet accord? Il avait même insisté en demandant à ce que l'ONU soit garant de cet accord. Bon, les États-Unis avaient posé le même problème en demandant à la Russie de prendre ses responsabilités. Mais je crois que l'accord est déjà important parce que pour l'Ukraine, il y a 25 millions de tonnes de céréales à évacuer. Mais la Russie également, on l'oublie. Bien que les céréales de la Russie ne sont pas sous embargo, la Russie a du mal également à faire partir ces céréales, à faire partir également de l'engrais. Et ça nous pose problème, nous surtout, pays africains, mais pas nous seuls. Les Européens également sont intéressés, même s'ils ne veulent pas le reconnaître de façon ouverte. Donc, le fait que la Turquie ait réussi, encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois, c'est un succès diplomatique pour la Turquie sur ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est vraiment une bonne chose. Mais comme vous l'avez dit, très rapidement, il y a eu un bombardement. D'abord, la Russie a dit ce n'est pas nous. Ensuite, ils sont revenus pour reconnaître qu'il y a eu bombardement en disant que bon, il y a un navire où il y avait du matériel de guerre, il y a un autre navire où il y avait du matériel livré de façon récente par les Américains. Mais pour le moment, cet incident ne va pas empêcher à ce que les céréales puissent sortir, puisque malgré la dénonciation, le président Zelensky a dit que bon, on va laisser les céréales passer, mais il exige à nouveau ce qu'il avait dit au moment de la signature des accords, que les pays garants prennent leurs responsabilités par rapport à la Russie. Vous avez abordé une partie, on sait que c'est un accord âprement négocié. Qu'est-ce qui, selon vous, a entouré cet accord? Ben, des garanties surtout pour l'Ukraine, puisqu'en fait, c'est l'Ukraine qui est dans une posture difficile, raison pour laquelle nous ne voulons pas que les Russes puissent s'approcher facilement de son pays. L'Ukraine a miné la mer Noire. Et même les accords, on n'est pas sur une logique de déminage. Quand les bateaux vont sortir, ce que l'accord dit, c'est que les Ukrainiens qui savent là où ils ont posé leurs mines, c'est eux qui vont diriger le bateau jusqu'à ce qu'il sorte de ces eaux. Mais les mines, on n'est pas dans une logique de dire on enlève les mines d'abord. L'Ukraine a refusé, par exemple, de paraffer le même papier que les Russes, en signant avec la Turquie, en signant avec les Nations Unies, et la Russie a dû faire la même chose. Donc il y a deux parties ici en particulier qui garantissent cet accord, et la Turquie a le gros rôle dedans parce que c'est la Turquie qui est chargée de la sécurité des navires qui vont traverser cette zone. Et on a vu, quand la Russie a bombardé, les parties garantes, tout comme d'autres pays intéressés par cet accord, ont dénoncé dans un premier temps. Mais l'essentiel, c'est que l'accord reste malgré ce premier bombardement. Espérons qu'il va pouvoir rester le temps que nos pays puissent souffler, surtout en ce qui concerne les céréales, en ce qui concerne les engrais, en ce qui concerne également l'huile de tournesol, puisque c'est une zone également d'énorme production de tournesol. Nous en souffrons à travers l'augmentation des prix et parfois même la difficulté d'approvisionnement par rapport à certaines parmi les céréales. Alors, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a remercié la Russie et l'Ukraine qui ont surmonté leurs divergences pour faire place à une initiative au service de tous. Est-ce que Mamadou, à partir de cet accord, est-ce qu'on peut rêver la fin de la guerre entre ces deux pays? En tout cas, dans son discours, Recep Tayyip Erdogan a fait un lien avec les deux, en disant que c'est un premier pas, puisque ça permet de résoudre une crise sur le plan alimentaire à l'échelle mondiale, mais lui, il souhaitait que ça soit également un pas qui permette d'aller vers la résolution de la guerre elle-même.
pas seulement trouver une fenêtre pour régler cette question des céréales, mais que ce soit également une occasion pour pouvoir trouver une solution à la guerre. Et il est bien placé pour le dire, puisque plusieurs fois, la Turquie a proposé ses bons offices pour des négociations entre Russes et Ukrainiens pour un cessez-le-feu, pour trouver une solution à la guerre. Espérons que c'est un premier pas et qu'il y aura un deuxième qui puisse aller vers la résolution définitive de ce conflit qui ne fait pas du tout l'affaire du monde à l'heure actuelle. Alors, selon le programme alimentaire mondial, 47 millions de personnes supplémentaires sont exposées à une faim aiguë depuis le début de la guerre. Précisons, Mamadou, que les deux représentent 30%, il faut le préciser, du commerce mondial de blé. Oui, tout à fait. Il pèse extrêmement lourd sur le commerce mondial du blé, mais sur le commerce mondial également du maïs. Même chose, l'Ukraine pèse également lourd sur le tournesol. Cela fait qu'effectivement, on ne peut pas du jour au lendemain, si ces produits ne descendent pas sur le marché mondial, les remplacer par d'autres produits. Les gens avaient tenté en disant à l'Inde, puisque vous en produisez, mettez sur le marché. L'Inde a préféré faire du protectionnisme en se disant, mais si je mets sur le marché, comment je vais nourrir mon milliard de personnes? L'Inde a préféré dire aux gens, attendez, ne faites pas sortir le blé de l'Inde. Pour ce qui est de l'huile végétale, on aurait pu passer à l'Indonésie et autres. L'Indonésie a fait la même chose en disant, on garde l'huile végétale parce qu'on ne sait pas vers quoi on va, il ne faut pas exporter et puis nous, on va se retrouver finalement dans des problèmes. Donc il y a une perturbation du marché puisque chaque pays est en train de voir comment avoir un stock de sécurité parce que rien ne nous dit la guerre finit quand. Donc pour ne pas prendre trop de risques, ceux qui en ont et qui pouvaient mettre sur le marché mondial préfèrent même garder ces stocks pour la sécurité de leur propre pays. Mais nous, ça nous met effectivement en ce moment dans des situations extrêmement difficiles puisque nous dépendons, nous avons souvent la possibilité de produire le blé dans un certain nombre quand même de nos pays, mais pas grand-chose n'est fait à la matière, sauf si les gens se décident maintenant à faire comme les Européens. On voit notre dépendance, on voit les risques. Il faut des mesures idoines pour ne plus dépendre autant du blé, en le cultivant d'abord, mais en faisant du pain, en utilisant également d'autres éléments qui sont à disposition avec lesquels on peut faire du pain, et c'est du pain de qualité qui peut être mangé. Ce n'est pas l'habitude seulement du blé qu'il va falloir préserver à ce niveau-là. Je crois que c'est là où il faut travailler aujourd'hui parce que si on ne le fait pas, mais rien ne garantit quand est-ce que cette guerre va finir. Sans oublier que cet accord est un accord sur une période déterminée. C'est pour 120 jours. Il y a déjà eu un incident alors qu'on n'a même pas fait une semaine. Même cet accord, pour le moment, rien ne nous dit jusqu'où cet accord va aller en fonction de l'évolution sur le terrain, sur le plan militaire. Alors, le nettoyage de la mer Noire, selon vous, va arriver quand? Puisque Kiev a posé cela comme condition, sauf que Moscou dit que ça risque de prendre du temps. Oui, mais bien sûr, puisque il ne faut pas oublier que les deux ne sont pas en train, avec cet accord, de régler la question de la guerre. Ils sont en train de régler une des conséquences de la guerre sur le plan alimentaire à l'échelle mondiale. Donc, pour ce qui est de la guerre, on est pratiquement au même point. Ce qui veut dire que l'Ukraine est dans sa posture. Nous avons été agressés par les Russes. Ils demandent le soutien international contre la Russie et l'Ukraine veut son territoire. Bon, tout le monde connaît également la position de la Russie qui parle d'opération spéciale, qui ne reconnaît pas une invasion de l'Ukraine, bien que sur le terrain, c'est ce qui se passe exactement. Et bien sûr, sur ce plan militaire, chacun reste dans ses stratégies et ils ne vont pas changer tant qu'il n'y aura pas un accord de paix. Parce que s'il y a un accord de paix maintenant, on peut parler de déminage, on peut parler de nettoyage de cette zone, on peut parler de retrait de troupes, on peut parler de plein de choses. Mais tant qu'on n'en arrive pas à un accord entre les deux, il est clair que les stratégies militaires vont continuer. Chacun va essayer de voir comment, pour l'Ukraine, résister le maximum et reprendre même des territoires qui ont été repris. Mais la Russie continuera son offensive en essayant de prendre on ne sait pas trop quoi, parce que finalement on se demande est-ce que c'est l'Ukraine qu'ils veulent prendre, est-ce qu'ils veulent aller jusqu'à la capitale ou est-ce qu'ils vont se contenter de l'espace qu'ils ont pris actuellement. La stratégie de Poutine n'est pas visible pour qu'on puisse dire voilà ce qu'il veut faire. On parle d'un centre de coordination conjoint qui est établi à Istanbul, en Turquie, avec les représentants de toutes les parties et les Nations Unies. Alors, quel est le rôle de ce centre? Vous avez des navires qui ne doivent pas être des navires de guerre, puisque ça fait partie des accords, qui doivent prendre les céréales et traverser une zone où
il y a la guerre. Donc, aussi bien les Ukrainiens que les Russes ne doivent pas tirer sur ces navires. C'est quand même plus facile aujourd'hui avec la géolocalisation. Il y a tellement de choses qui peuvent permettre aux Nations Unies, à la Turquie, d'informer les belligérants qu'il y a tel navire qui bat pavillon tel, qui quitte à tel endroit, il est à telle zone sur le plan géographique, en donnant clairement la position géographique du navire, en disant aux gens également, voilà le chemin que le navire va prendre. Puisque s'ils font la guerre, il est clair que les navires, qu'ils soient civils ou pas, ne viendront pas se promener là où on tire des missiles ou je ne sais pas trop quoi. Donc, ce truc-là est important pour que, même si, non seulement pour que les navires puissent aller tranquillement, mais pour que s'il y a des problèmes, qu'on ne laisse pas les deux vouloir les régler, mais qu'eux, ils interviennent pour résoudre le problème afin que cette évacuation des céréales ne soit pas encore une fois interrompue à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, quel impact le blocage de 7 tonnes de blé a eu sur l'Afrique? C'est vrai qu'on en a parlé, on a vu le déplacement également du président Macky Sall comme président en exercice de l'Union africaine. L'Afrique n'a pas de sécurité alimentaire de façon générale. C'est-à-dire nous roulons avec des stocks sur 2-3 mois. Donc si tu perturbes cette logistique que nous avons en matière d'approvisionnement et de stockage, un stockage qui n'est pas très très important, immédiatement on a des problèmes. Ça c'est ressenti de plusieurs sortes. Le premier coup, ça a été l'augmentation du prix de la farine. La tonne de farine a fortement augmenté, ce qui s'est répercuté sur la revente, et ceux qui consomment le pain à Lomé savent très bien que le prix du pain a augmenté, voire même la taille du pain a diminué en même temps que l'augmentation du prix. Et ce n'est pas à Lomé, on a vu la bagarre à Ouaga entre les boulangers et l'État pour le prix à maintenir, la taille du pain à diminuer, etc. On a vu la même chose au Sénégal, ça veut dire que la conséquence, elle est là pour ce qui est de la production du pain, puisque de façon générale, c'est le pain fait à base de blé qui se retrouve dans une bonne partie de nos pays. N'oublions pas nos parents de l'Afrique du Nord, qui ne consomment pas le pain comme nous le consommons, puisqu'ils ont une autre façon de faire le pain, mais qu'ils font également sur la base du blé, qui ont subi effectivement cela. L'autre élément, c'est la question du pétrole. Parce qu'il y a une tension actuellement sur le pétrole à cause de la guerre, il y a une tension sur le gaz. Les pays qui dépendent du pétrole sont en train de le subir à travers l'augmentation des prix du baril. Un autre élément, la guerre s'est traduite par un problème avec l'Union européenne. La monnaie européenne est en train de baisser, le dollar est en train de prendre plus de force par rapport à la monnaie européenne, alors que le baril du pétrole est fixé en dollars. Et nous, zone CFA, nous payons en nous remorquant sur l'euro qui descend. Mais ce qui veut dire que la valeur du CFA a diminué. La même quantité qui achetait un baril de pétrole ne peut plus acheter un baril de pétrole. Regardez la conséquence. Dans nos pays, il y en a où il y a eu 1, 2, 3 augmentations des prix des produits pétroliers parce qu'effectivement, la conséquence, elle est là. Et malheureusement, après avoir augmenté les prix des produits pétroliers, il y a une augmentation à la chaîne d'un ensemble de produits qui au moins sont transportés par ces produits pétroliers, alors qu'il y en a d'autres qui sont conçus même avec ces produits pétroliers. Donc l'Afrique est en train de subir, ce n'est pas pour rien que le président Macky Sall était parti effectivement en tant que premier responsable de l'Union africaine pour dire à ces gens, attendez, votre guerre nous crée un sérieux problème, il faut qu'on trouve au moins une solution pour cet aspect alimentaire. Alors, l'Union européenne qui prend des sanctions a également salué vendredi comme un pas dans la bonne direction l'accord pour débloquer les exportations de blé ukrainien. Alors, Mamadou Diouf, on sait, vous l'aviez dit, c'est la Turquie qui a joué le grand rôle. Est-ce que finalement l'Union européenne peut désigner la Turquie pour faire le dialogue jusqu'à la fin de cette crise? Mais ils ont intérêt parce que l'Union européenne est dans des problèmes. Bon, heureusement, la Russie a recommencé à les fournir, puisque tout le monde a vu ce qui s'est passé. Quand ils ont voulu augmenter les sanctions, la Russie a dit, bon, si c'est comme ça, moi aussi je coupe la source d'énergie. Alors que depuis le départ, eux-mêmes, ils avaient essayé d'éviter ce côté énergétique parce que certains pays de l'Union européenne dépendent très fortement de la Russie, y compris l'Allemagne, qui est quand même pas une petite puissance. Mais il y a cette dépendance qui est là, qui était une réalité. C'était le cas de l'Italie également, etc.
de sorte qu'ils ont eu du mal à s'entendre sur la question. Bon, eux, actuellement, quand ils disent un pas dans la bonne direction, c'est la fin de la guerre. Parce que ce que nous subissons, nous, en Afrique, ils le subissent. Ils sont peut-être plus disposés, ils ont plus de moyens pour résister, mais la guerre a des impacts en termes d'augmentation de prix également au niveau de l'Union européenne, en termes d'inflation, en termes de perturbation même de leur circuit d'approvisionnement et autres. Donc, eux également, ils ont intérêt à ce que la guerre s'arrête, bien que, sur le principe, ils sont avec l'Ukraine de façon générale, ils sont contre l'invasion de la Russie, mais leur soutien à l'Ukraine leur pose un véritable problème. Même ça, c'est une question que les gens se posent, ça va aller jusqu'où? Rappelez-vous, quand le président Macron est allé en Ukraine, il a dit carrément à Zelensky d'aller dans le sens d'aller négocier avec la Russie pour qu'on mette fin à la guerre. Mais c'est parce que même le soutien qu'ils apportent à l'Ukraine est très lourd, alors qu'ils doivent déjà se débrouiller pour maintenir leur pays en état sur le plan économique, avec cette situation de guerre qui perturbe l'économie sur le plan mondial. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On a parlé de la Russie et de l'Ukraine, accord sur l'exportation des céréales et produits agricoles. On marque une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.